Bonsoir. Ben oui, ça marche. Il marche le vôtre. Bonsoir. Alors, c'est pas pour nous le piano, c'est pour la lecture d'après. Enfin, je crois pas qu'on ait prévu un petit happening de ce point de vue-là. Mais bon, malgré l'absence de piano, merci d'être venu assister à cette rencontre avec Marv Weitzman autour de La part sauvage, qui est paru chez Grasset en septembre dernier et qui a été très récemment auréolé du Femina Essai. Alors, La part sauvage, c'est un livre qui n'est pas sur Philippe Roth, mais autour de Philippe Roth, disons, que Marc a tout à la fois très bien lu et très bien connu, un portrait du grand écrivain, mais aussi de l'ami précieux, exigeant, généreux. Mais aussi, c'est forcément une plongée dans son œuvre, une méditation sur la littérature, les conditions de sa fabrication et de sa réception, et comment ça a changé, ça aussi, au cours des dernières décennies. C'est une radiographie des États-Unis tels que Roth les a connus depuis les années 50 et tels qu'ils sont devenus. C'est aussi une peinture de la France, comme une suite ou un pendant à Un temps pour haïr, qui était le précédent livre de Marv Weitzman, qui est paru en 2018, une enquête sur la violence fanatique en Occident, disons. Ouvrage qui vit le jour en partie grâce à Philippe Roth. Et puis, il entre beaucoup dans La part sauvage, enfin en tout cas quelque chose d'un autoportrait remarquablement peu complaisant. Donc ça fait beaucoup de fils à tirer et on a une petite heure devant nous. On va tâcher d'être méthodique. Mais d'abord, un petit point méthodologique. Marc, est-ce qu'on va dire Philippe Roth, genre on est chez nous, ou Philippe Roth, parce qu'on serait entre cosmopolites? Comme on veut. Comme on veut, d'accord. Ouais. Comme Weitzman. D'accord. Votre amitié avec Roth, on va dire Roth, on est chez nous, était bien connue. À quel point est-ce que des éditeurs, votre éditeur, vous ont tanné pour avoir ce livre? Ça traîne, l'idée traînait. Il y avait, oui, beaucoup de monde m'a demandé en fait d'écrire un bouquin sur Roth, moi aussi d'ailleurs. Mais c'était pas. En fait, je voyais pas quoi écrire. Je voulais pas faire un livre de souvenirs littéraires. Je trouvais ça ringard. Et je voulais pas écrire un essai. Donc la question était quoi écrire et pourquoi le faire en fait aussi, parce que c'était pas évident. Puis 3-4 choses se sont passées. D'une part, il est mort. D'une part, Donald Trump a été élu. Ensuite, il est mort. Et puis, très très vite, en vraiment une poignée d'années, tout ce qui fait tout le substrat sociologique des romans de Philippe Roth a littéralement disparu, et l'Amérique de Philippe Roth a littéralement disparu. Et là, du coup, quelque chose est devenu. Si tous les livres sont plus ou moins je sais pas, ça pouvait pas être autre chose qu'un livre de deuil d'une certaine manière. Et soudain, je le sentais depuis le début. Si ce livre devait exister un jour, ce serait d'une manière ou d'une autre un livre de deuil, parce que Roth signait la fin de quelque chose avant même de mourir, à mon avis. Et à partir du moment où il est mort, à partir du moment où son Amérique a disparu, quelque chose est devenu possible. La question était de savoir, comme toujours, où est-ce que ça pouvait être qu'un récit, et la question était de savoir où est-ce que je mettais moi dans ce récit. Et là, j'ai longtemps tourné autour de cette question-là sans arriver à y répondre, jusqu'au jour où j'ai commencé à discuter avec quelqu'un que je ne connaissais pas dans une soirée, qui m'a posé des questions sur moi. Et j'ai raconté les choses très simplement. Et en sortant de là, je me suis dit, mais voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Pour raconter les choses aussi simplement que si tu discutais avec quelqu'un. Et je suis rentré, j'ai écrit les premières pages, et après la suite est venue plus facilement que je l'aurais cru. La difficulté était d'arriver à mêler, il y avait 2 difficultés. D'une part, arriver à mêler la réflexion sur les livres, la réflexion sur lui et le récit en tant que tel. C'était la grande difficulté. Et l'autre, c'était jusqu'où aller dans ce que je disais de lui et dans ce que je disais de moi, évidemment. C'était ça l'équilibre qu'il fallait trouver. Et en fait, c'était une question d'écriture. C'était beaucoup une question de concentration et de concentration de la phrase pour y arriver. C'est grisant ou c'est intimidant d'avoir son héros littéraire, enfin un de ses héros de chevet, comme personnage? Non, c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est grisant. C'est-à-dire,
Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'était à un moment donné, c'est devenu un matériau, quoi. Je me le suis approprié. Donc c'est un portrait du Philippe Roth, de mon Philippe Roth, si je puis dire. Voilà. Vous citez Pastorale américaine, notamment sur ce passage-là. Le fait est que comprendre les autres n'est pas la règle dans la vie. L'histoire de la vie, c'est de se tromper sur leur compte, encore et toujours, avec acharnement, et après y avoir bien réfléchi, se tromper à nouveau. C'est même comme ça qu'on sait qu'on est vivant, on se trompe. Peut-être que le mieux serait de renoncer à avoir tort ou raison sur autrui et continuer rien que pour la balade. Mais si vous arrivez, vous, alors vous avez de la chance. Quelles sont les plus grosses erreurs que vous avez commises à propos dans votre appréciation de Philippe Roth? C'est un des sujets du livre. Cette citation est très connue de citation de Pastorale américaine. C'est une des plus connues. Et c'est un des sujets du livre. Un des sujets, c'est vraiment comment on rencontre quelqu'un, pourquoi on le rencontre et sur quelle base. Qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous rapproche. Un des thèmes, c'était de savoir, il fallait pouvoir expliquer quel pouvait être l'intérêt pour un Français d'origine juive de ma génération, quel pouvait être le moteur d'aller vers quelqu'un de cette génération vivant de l'autre côté de l'Atlantique à ce point, quel pouvait être pourquoi une telle rencontre et qu'est-ce qu'on avait de commun et qu'est-ce qu'on avait de différent surtout. Et le récit s'articule autour de la question de la liberté. Qu'est-ce que représentait la liberté pour moi à l'époque et qu'est-ce que ça représentait pour lui à l'époque. La liberté qui est comment dire, le Graal de l'écriture d'une part, mais aussi la liberté dans la vie. Et de ce point de vue-là, on avait forcément une approche complètement différente. Moi, comme Européen, je me mets en scène avec cette idée que la liberté est quelque chose qu'on n'atteint pas, quelque chose qui est, on est prisonnier de déterminisme et surtout de déterminisme historique ou psychologique. Et lui, américain, la liberté, on peut inventer sa vie. Roth est quelqu'un qui met en scène dans ses livres à chaque fois des êtres qui se fondent eux-mêmes. Des hommes généralement et des hommes solides qui se fondent, qui conquièrent leur autonomie contre leur environnement, leur tribu, leur famille, leur entourage social. Et qui, en ça, ces héros sont toujours très américains. Et lorsqu'ils arrivent à fonder leur existence, à obtenir ce qu'ils veulent, à force de se battre, quelque chose se produit qui va les détruire. S'il y a un thème dans les romans de Roth, à mon avis, c'est celui-là. Et donc, là, une des grandes questions que pose le livre, c'est est-ce que c'est absurde ou est-ce que ça a un sens, cette chute? Est-ce que quelque part, on paye le prix de la liberté qu'on se conquiert? Est-ce qu'il y a une hubris qui a un sens par rapport au prix qu'on a payé ou qu'on a fait payer aux autres pour construire sa vie? Ou bien est-ce que c'est complètement absurde? Ou est-ce que simplement les héros tombent parce que quelque chose doit se produire? C'est ça l'un des thèmes au cœur du livre. Mais est-ce que vous disiez sa conception de la liberté et la mienne à l'époque. Ça veut dire que vous avez évolué là-dessus? C'est juste une question qui n'a pas vraiment de réponse. C'est dans quelle mesure est-ce qu'on est déterminé par ce qu'on fait, jusqu'où on est déterminé par ce qu'on fait, et quel prix on se fait payer pour être ce qu'on veut être. Donc vous vous décrivez à plusieurs reprises dans des discussions où vous êtes chacun d'un côté de l'Atlantique, enfin disons moi planté du côté de l'Europe et lui de l'Amérique. Néanmoins, au fond, au fil du livre, vous le décrivez quand même assez comme tiraillé. Alors d'une part, il a cet héritage littéraire et culturel européen très fort, mais qui va aussi avec son
le fait que c'est le grand romancier américain. Il est aussi tiraillé entre l'héritage et l'aspiration à l'individualité, à la liberté, et puis comme un individu ou écrivant entre deux instructions qui sont présentes sur son bureau, que vous détaillez, qui sont « ne bouge pas » et « bats-toi », qui est quand même un parfait double bind. Mais est-ce qu'au fond, tout ça, c'est pas un peu la même chose? Est-ce que ça raconte pas un peu la même chose sur lui? C'est-à-dire le fait d'être ce tiraillement entre l'Europe et l'Amérique, entre bats-toi et ne bouge pas, entre la liberté et le fait que de toute façon elle est renversée. C'est-à-dire que, en deux mots, Roth fait partie d'une génération d'écrivains qui sont arrivés à l'âge adulte, en gros, après la Seconde Guerre mondiale, au début des années 50. Et au début des années 50, il venait c'était une génération qui avait été, dont les parents juifs étaient très conscients de ce qui s'était passé en Europe et très conscients aussi d'y avoir échappé. Et le message qui était donné à leurs enfants, à cette génération qui était celle de Roth, c'était vous avez la chance de participer à un miracle qui est l'expérience américaine. Faites quelque chose de votre vie, donnez du sens à votre vie, foncez, allez-y, construisez-vous, ne regardez pas en arrière. Et en même temps, il y avait cette idée que attention, ça peut revenir, soyez prudents. Et c'est ce tiraillement, cette espèce de contradiction dans laquelle Roth a été élevé par son milieu familial, par son milieu social, qui est à la base d'abord de sa révolte au départ, et de sa réflexion littéraire. C'est-à-dire qu'il a fait progressivement de ce qui était une sorte de double injonction tribale, en quelque sorte, et sociologico-historique, si on veut, à force de la creuser de livre en livre, il en a fait une réflexion profonde sur l'essence de l'existence, c'est-à-dire qu'est-ce que l'imprévu? Qu'est-ce qui se passe quand on décide de vivre et que soudainement quelque chose survient? Tous ces livres sont des études sur l'imprévu qui surgit soudainement sous la couche de normalité apparente. La vie est normale, la vie est quotidienne, et soudainement, quelque chose bouillonne en dessous et soudainement explose. Cette explosion, ça peut être l'histoire, comme dans Pastorale américaine, justement. Ça peut être une explosion intérieure, la névrose. Ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quoi. Mais quelque chose de sauvage, de violent, la part sauvage dont je parle dans le livre, soudainement vient détruire la normalité qu'on s'est construite, la vie qu'on s'est construite. La vie qu'on a pu se construire, la vie libre qu'on a pu se construire grâce à cette normalité, plus exactement. Parce que toute l'idée de la normalité selon Roth, c'est que les conditions historiques et sociales propres à l'Amérique ont permis aux individus de devenir libres, de se battre pour être libres, comme il le dit dans un de ses livres, dans La Tâche, si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire que dans une société où les choses sont stables, où la vie est stable, où une société qui tient debout, en d'autres termes, les individus peuvent se construire de manière autonome, peuvent échapper aux déterminismes familiaux, à un certain nombre de déterminismes initiaux et devenir des individus à proprement parler, autonomes. Mais sous cette structure de normalité, il y a une fragilité à la société telle qu'elle est. Voilà, c'était ça sa grande idée. Il y avait une fragilité dans la société, dans le miracle américain qui lui permettait d'être ce qu'il était. C'est probablement une des choses qui a le plus visionnaire dans son œuvre, puisque justement la société dans laquelle les gens comme lui ont pu exister a explosé. Elle n'existe plus. Je l'ai dit en commençant, l'Amérique qui était celle de Roth n'existe plus aujourd'hui. Et la part sauvage aujourd'hui est partout et va être de plus en plus partout, et pas seulement aux États-Unis. C'est ça tous ces livres, d'une certaine manière, sont des sortes d'avertissements lancés
à ses lecteurs, qui sont de la traduction, des avertissements qui sont la traduction littéraire très sophistiquée, revue par le livre de Job, revue par la tragédie grecque et la comédie grecque aussi, de cette double injonction familiale de départ, en quelque sorte, qu'il a complètement transformée. Alors, quand vous parlez de la fragilité, enfin, du fait qu'il parle de la chance d'être américain du point de vue de la fragilité de cette chance, ben, ça s'incarne en particulier dans Le complot contre l'Amérique, donc qui est son uchronie de 2004, le premier texte qu'il vous donne à lire. Et donc voilà, il vous dit qu'il exploite ce fil-là, mais au fond, est-ce que c'est pas aussi dire que l'imprévu est partout, y compris dans le passé ? Ce que vous dites par ailleurs au tout début sur le fait que même le passé a changé, même la manière dont on appréhende aujourd'hui le passé dans lequel s'inscrivent ces livres, donc là vous parlez, je pense à un passage où vous évoquez l'écrivain fantôme, vous expliquez que le passé tel qu'il était commun et tel qu'il permettait de lire Philippe Roth, lui aussi il s'est évanoui en quelque sorte. Oui, peut-être. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement comment répondre à cette question, mais ce qui est certain, c'est que il y a dans ses livres et d'une manière générale dans son œuvre c'est-à-dire que c'est pas tellement que le passé est incertain. Le passé peut être réécrit, oui, mais c'est surtout le passé peut revenir effectivement de manière inattendue dans votre vie. C'est ce qu'on trouve dans certains de ses livres. Mais le cœur de son œuvre, à mon avis, il est ailleurs. Il est dans une lutte pour et contre la vie. Un de ses plus grands livres, à mon avis, c'est pas tellement Le complot contre l'Amérique, c'est plutôt La contre-vie, un de ses plus actuels peut-être. La contre-vie montre des personnages qui changent de place constamment, qui essayent d'être vraiment ce qu'ils sont en échappant à ce qu'ils sont, en quelque sorte. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, le livre raconte une succession de situations avec des mêmes personnages qui changent de place constamment. Le premier chapitre montre un écrivain, donc le narrateur Zuckerman, qui va à l'enterrement de son frère, lequel est mort parce qu'il est passé sur une table d'opération pour essayer il avait un problème cardiaque, il avait une maîtresse, il avait un bêta-bloquant qui le rendait impuissant, et pour retrouver son pouvoir sexuel, il est passé sur la table d'opération et il en est mort. C'est le premier chapitre. Et puis dans le deuxième chapitre, le frère n'est plus mort, il a survécu à l'opération, mais du coup il entre dans une sorte de crise existentielle qui le pousse à tout quitter, femme, enfant, maîtresse, pour partir vivre une vie de juif religieux dans une colonie en Cisjordanie. Et cette fois, le narrateur va essayer de le récupérer pour le ramener à la maison. Et puis, dans une troisième partie, c'est le narrateur qui se retrouve lui-même victime de problèmes cardiaques et condamné à l'impuissance alors qu'il vient de tomber amoureux d'une femme. Voilà, il y a le livre est construit comme ça, en une succession d'hypothèses, de possibilités, de personnages qui sont récurrents d'un chapitre à l'autre. Et ce que le livre raconte, c'est que, quels que soient les choix qu'on fait pour se battre et donner un sens à sa vie, on retombe toujours sur les mêmes ornières, et on tombe toujours sur ce qu'on est, en fin de compte. C'est un livre extrêmement profond, et c'est probablement le livre le plus profond sur ce que tout le monde appelle aujourd'hui l'identité. C'est vraiment le livre sur l'identité, identité juive, identité masculine, identité américaine, tout ce que vous voudrez, qui devrait être, à mon avis, étudié dans toutes les écoles. C'est probablement son chef-d'œuvre. Et là, en l'occurrence, l'inattendu, l'imprévu, c'est soi dans ce livre. Chacun des personnages est confronté à quelque chose de lui-même. Contre lequel il se bat et qu'il n'arrive pas complètement à dépasser. Alors vous dites que c'est son grand livre sur l'identité. Il y a
La part sauvage revient à plusieurs reprises sur un événement qui est lié à la question de l'identité, qui est une conférence à la Yeshiva University en 1962 sur les conflits de loyauté chez les écrivains issus des minorités. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui n'auraient pas lu l'ouvrage pourquoi et comment ça l'a marqué autant, cet épisode ? La conférence sur la question de la fidélité des écrivains issus des minorités, c'est une conférence qui a lieu au début des années 60, effectivement à New York, qui réunit plusieurs écrivains. Il y a un écrivain italien dont j'oublie le nom. Il y a l'auteur de L'Homme invisible, Ralph Ellison, qui était un écrivain noir oublié aujourd'hui, mais L'Homme invisible était vraiment un chef-d'œuvre à l'époque. Et puis il y a Philip Roth, qui est tout jeune, qui vient de publier un recueil de nouvelles, Goodbye Columbus. Et il y a plusieurs récits de ce qui s'est passé ce soir-là. Le récit qu'a fait Roth plusieurs fois, c'est que les organisateurs lui ont demandé s'il aurait écrit les mêmes nouvelles s'il avait vécu dans l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que le Goodbye Columbus est un recueil de nouvelles satiriques sur le milieu juif dont il était issu. Et ce que raconte Roth, c'est que toute la salle était très hostile à lui et à son livre. Il raconte qu'il a failli se faire lyncher. Et puis en fait, il semble que les choses ne se soient pas exactement passées de cette manière, puisqu'un nouveau biographe de Philip Roth qui s'appelle Zipperstein, qui a eu accès à la bande d'origine, à la bande de son de la conférence, m'a dit que ça ne s'était pas du tout passé comme ça et que en fait, les gens étaient plutôt sympathisants de sa situation et du livre. Donc on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que le livre avait une grande importance à l'époque, au début des années 60. Il n'existait pas encore ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est en train de disparaître, ce qui a quasiment disparu, c'est-à-dire la culture judéo-américaine commençait à se faire connaître à ce moment-là. Et Goodbye Columbus a été un des premiers livres à marquer les dilemmes dans lesquels se débattait la jeune génération de juifs au début des années 60, en particulier par rapport à la mémoire de l'Europe, par la mémoire de la Shoah et par le destin des juifs européens. Donc c'est le conflit qui se structurait à ce moment-là se jouait entre ceux qui pensaient qu'il fallait rester fidèle à la mémoire et que se censurer en fait pour rester fidèle à une forme de mémoire douloureuse et historique. Et puis la jeune génération dont faisait partie Roth, qui consistait à dire on a la chance d'être ici, on a la chance d'être aux États-Unis, vouloir se censurer sur quelque sujet que ce soit, c'est à peu près ce qu'on peut faire de pire, c'est la pire trahison qu'on puisse faire aux victimes européennes de la Shoah. En gros. Voilà, c'est comme ça que se posait le débat. C'est un sujet qui est revenu beaucoup par la suite dans les livres de Roth des années 70, en particulier dans un bouquin qui est à mon avis un chef-d'œuvre, qui est L'écrivain fantôme, dans lequel il revient sur cette fameuse soirée et dans lequel le narrateur imagine qu'il a en face de lui Anne Frank, qui a survécu à la Shoah et qui vit clandestinement aux États-Unis. C'est un très grand livre et c'est vraiment un livre sur cette question et sur le poids de l'histoire et sur qu'est-ce qu'on fait de la responsabilité historique qu'on a en tant que juif américain vis-à-vis de ça. Et le portrait qui est fait d'Anne Frank en particulier est un portrait absolument fantastique et aussi une leçon de littérature, comme beaucoup des livres de Roth, parce qu'il est totalement crédible. C'est-à-dire que Roth a essayé d'écrire. Roth était obsédé par Anne Frank dans les années 70, au point que dans le manuscrit, dans certains tapuscrits de ce qu'il écrivait à l'époque, certaines notes qui s'adressaient à lui-même étaient signées Anne Frank. Donc il y avait vraiment une sorte de dialogue. Ces trois figures tutélaires dans les années 70, c'était vraiment Kafka, Isaac Babel
et donc Anne Frank. Et dans l'écrivain fantôme, pour pouvoir raconter l'histoire de cette jeune femme qui donc survit au camp, passe par l'Angleterre, arrive aux États-Unis et puis découvre le succès de son journal dans les librairies et à Broadway, l'adaptation théâtrale à Broadway qui fait ça le comble. Et pour décrire l'ambivalence de cette jeune femme qui pourrait appeler son père, qui est le seul survivant de la famille avec elle, et qui n'appelle pas son père parce que le livre qu'elle a écrit et qui est maintenant un tabac est plus important que la réunion familiale. Et donc elle sacrifie la famille à son statut d'écrivain dans une espèce de raisonnement à mi-chemin entre l'orgueil, la fureur et la folie, et en même temps la sensibilité. Pour écrire ce personnage, Roth s'y est pris à plusieurs fois. Il a d'abord écrit au elle, à la troisième personne du singulier, et il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas parce qu'il était lui-même trop impressionné par le personnage et par le poids moral d'écrire un personnage tel qu'Anne Frank. Et donc le texte était empesé, lourdingue et très sentencieux. Donc il l'a repris et il l'a écrit au jeu, en jouant complètement sur le prosaïque de la première personne. Et puis il l'a repassé ensuite une troisième fois au elle pour obtenir le personnage tel qu'il voulait qu'il soit. Voilà. Quand vous disiez que Roth avait décrit la scène à la Yeshiva University à plusieurs reprises, je crois que c'est notamment dans les faits, et qui se présente en victime, en fait, et c'est ce qui lui ressemble pas du tout, et notamment parce qu'il est le héros d'un genre qui serait donc l'autocompromission plutôt que l'autofiction. L'autocompromission, c'est-à-dire montrer quelle part on a dans les événements qui nous arrivent. Est-ce que vous expliquez un petit peu comment ça... Parce que vous aussi, dans la part sauvage, vous tirez les leçons quoi, de ce que c'est que l'autocompromission. Oui, j'emploie le terme parce que on a souvent dit que Philippe Roth faisait de l'autofiction, et c'est un terme qui m'énerve en général et qui m'énerve en particulier par rapport à ses livres. L'autofiction telle que je la comprends à travers les livres qui se publient, c'est que c'est toujours un exercice de vertu d'une certaine façon. C'est toujours moi, et de préférence moi plus ou moins victime de quelque chose, de ma famille ou de la société, dénonçant quelque chose. Donc me mettant à l'extérieur du reste du monde ou de ma famille pour expliquer un peu comment tout ça fonctionne et combien c'est injuste et comment il faut que ça change. Et Roth faisait exactement ce que fait Roth. D'abord, très peu de ses livres sont directement adaptés d'épisodes réels de sa vie. Il n'y en a pratiquement pas, sauf un. Il utilise quelques points d'appui en général. Comme par exemple dans La Contre-vie, il avait vraiment un problème cardiaque. Tout le reste est inventé. Il y a d'autres exemples, mais le seul vrai livre qui s'inspire vraiment d'une expérience autobiographique, c'est un livre qui s'appelle Ma vie d'homme, qui s'inspire très directement de son premier mariage, qui a été un enfer. Et donc, ce qui m'a raconté par rapport à cette histoire d'autocompromission, c'est comment il s'y est pris pour l'écrire. L'histoire réelle est assez simple, c'est que Roth, à 26 ans, a rencontré une femme qui avait 50 de plus que lui, qui était divorcée, qui avait 2 enfants, et il a fait exactement ce qu'il voulait faire pour échapper au schéma tout fait dans lequel il avait grandi, c'est-à-dire qu'il a vu en elle la parfaite américaine, et il s'est dit qu'il allait la séduire et vivre avec elle. Et en un sens, c'était la parfaite américaine parce qu'il est tombé sur une vraie sociopathe. Et elle a décidé de l'épouser. Et pour l'épouser, elle a inventé qu'elle était enceinte. Et pour convaincre Philippe Roth qu'elle était enceinte, elle est allée acheter une fiole d'urine à une femme enceinte noire
dans un des parcs de New York. Elle l'a donné à Roth, qui est allé à la pharmacie faire le test. Le test était positif. Il l'a épousée le lendemain. Et à partir de là, ils sont rentrés dans une espèce de relation conjugale absolument infernale jusqu'au moment où elle est morte dans un accident de voiture à Central Park en 68. Ça, c'est le matériau de base du bouquin. Ce qu'il m'a raconté est la chose suivante. Pendant plusieurs, il n'arrivait pas à écrire le livre, il a mis 7 ans à écrire le livre, et la raison pour laquelle il n'arrivait pas à écrire le livre, c'est précisément qu'il racontait exactement ce qui s'était passé, tel qu'il le voyait lui. C'est-à-dire, un juif innocent et naïf tombe entre les griffes d'une cinglée sociopathe et qui fait son malheur. Et ce n'était pas intéressant. Et ce n'était pas intéressant parce que il a commencé à trouver... Ce n'était pas intéressant parce qu'il était innocent. Il a commencé à trouver la voie d'entrée du livre quand il s'est mis à chercher, par la littérature et pas par la psychanalyse, à imaginer la part de responsabilité qu'il pouvait avoir dans le piège qu'il s'était lui-même tendu. À partir de là, ça devient intéressant. Autrement dit, c'est ça l'autocompromission. C'est le moment où on décide qu'on n'est pas innocent dans ce qui nous arrive. Je reviens du même coup sur le début de cette discussion un peu maladroite tout à l'heure, sur la question de la liberté et du déterminisme, c'est le même sujet. À partir du moment où on n'est pas nécessairement innocent dans ce qui nous arrive, c'est à partir de là qu'on peut vraiment écrire dessus, parce qu'on connaît ce qui se passe, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe parce qu'on est dedans, parce qu'on l'éprouve soi-même, parce que ça nous habite aussi. Quand Norman Mailer écrit sur la paranoïa américaine, par exemple, il explique que s'il n'était pas lui-même un minimum partie prenante de cette paranoïa, il serait incapable d'écrire là-dessus. Quand j'écris Un temps pour haïr sur le terrorisme, s'il n'y avait pas une part de colère quand même assez intense quelque part chez moi, j'aurais pas pu écrire ce livre, parce qu'il faut pouvoir sentir le truc. Voilà, c'est ça la part de... la littérature, de ce point de vue, n'est jamais une dénonciation de quoi que ce soit, c'est un état des lieux. Et c'est ce que fait Roth de livre en livre. Il propose des états des lieux et des expériences morales. Si on se met dans une certaine situation, si on se compromet soi-même par la fiction à travers des personnages inventés ou semi-inventés, dans une situation donnée, voilà, on pose les bases d'une expérience morale qu'on propose au lecteur. Mais alors, je reviens au fait que vous, votre position, la position du jeu dans La part sauvage, elle relève un peu aussi, elle relève de l'autocompromission dans la mesure où vous pourriez dire, au moment où je l'ai rencontré, vous le rencontrez en 1999, vous êtes journaliste aux Inrecuptibles, vous avez dirigé la rubrique littéraire, vous l'interviewez, mais votre lien se fait plus fort 3 ans plus tard, et il se fait parce que vous êtes en rupture de banc, enfin, en tout cas, le fait que vous soyez en rupture de banc en France, que vous brûliez vos vaisseaux les uns après les autres, que vous soyez dans une espèce de colère qui vous amène à vous auto-saboter, même si vous y êtes aidé par le contexte, fait que vous êtes attiré vers l'Amérique et que lui fait en sorte que vous puissiez y être. Et vous pourriez vous présenter en victime, c'est-à-dire que vous pourriez dire... Donc, le début des années 2000, il y a il y a la seconde intifada avec des explosions d'actes antisémites en France. Déjà, vous êtes confronté à ce que vous allez raconter après, qui est que vous êtes dans une rédaction de gauche qui a un rapport compliqué avec, disons, sur le moment en tout cas, au moins ce que c'est que le terrorisme palestinien. Vous allez faire des reportages là-bas, vous fritez beaucoup avec la rédaction là-bas, et donc vous pourriez vous présenter comme étant victime des événements, et pas du tout. En tout cas, vous montrez que ce qui vous amène aussi dans cette proximité avec Roth, c'est une envie d'en découdre, c'est votre tempérament aussi, et c'est la manière dont votre tempérament a réagi aux événements. Oui, c'est-à-dire en 2 phrases pour résumer, effectivement, à la fin des années 90, les choses ont basculé. Les années 90 avaient été très tranquilles globalement. C'était la décennie de l'après-guerre froide. Il y avait les réflexes idéologiques étaient un peu assoupis, disons. Et très vite,
pour ceux qui s'en souviennent, entre septembre 2000 et septembre 2001, les choses ont basculé dans les milieux culturels en particulier. Entre la seconde intifada et le 11 septembre, il a fallu prendre des positions tout de suite, quoi. Il y avait une injonction hors milieu culturel dans les cités. On assistait au premier caillassage de synagogues. Ce qu'on vit aujourd'hui était embryonnaire à l'époque, en fait. Et dans les milieux culturels, tout le monde de gauche notamment, tout le monde ne jurait plus que par Tariq Ramadan. À commencer par le journal dans lequel je travaillais à l'époque, qui était Les Inrecuptibles. Donc, effectivement, il y a eu pas mal de conflits à ce moment-là. Et effectivement, les conflits ont abouti au fait que j'ai quitté les positions que j'avais. Je suis parti d'abord en Israël, où j'ai passé la moitié du temps pendant 2-3 ans. Et puis ensuite, le hasard fait que, en allant interviewer Roth, il m'a proposé d'aller dans une résidence d'écrivain, en fait. Et j'ai accepté. En bonne partie parce que c'était lui qui me le proposait, et aussi parce que j'avais passé les 2-3 ans précédents entre Israël, où il y avait où les bombes explosaient. Enfin, c'était la deuxième intifada. On commençait à comprendre. C'était une grande vague d'attentats suicides à l'époque, la première grande vague d'attentats suicides vraiment d'envergure, et ce qui était à la fois fascinant. Moi, ça m'avait tout de suite fasciné. En fait, ce qui était flagrant, c'est qu'on n'assistait pas juste à la fin d'un processus de paix ou à la fin de la gauche israélienne, mais à la fin des années 90, en fait, et à l'entrée dans un monde qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas vraiment la guerre, mais plus du tout la paix. Et donc, quelque part, on sentait que c'était l'avenir, quoi. Il y avait quelque chose de très... oui, on savait que ça allait venir ailleurs. Et donc, quand le 11 septembre est arrivé, c'était familier d'une certaine façon pour moi. Mais entre ce paysage-là, qui était aussi un paysage mental, et ce qui se passait ici, où on commençait à s'engueuler tous les uns les autres et à ne plus se parler qu'entre juifs à un moment donné, c'est devenu assez tendu. Et quand Roth m'a proposé d'aller dans une résidence d'écrivain, évidemment, j'ai tout de suite accepté, aussi parce que ça me permettait de souffler un peu. Et aussi parce que l'Amérique de l'époque, l'Amérique par la voie d'accès de Roth à l'époque, offrait une forme de judéité qui n'était ni la paranoïa géopolitique israélienne, ni l'extinction victimaire, je ne sais pas comment dire, française. Donc j'y suis allé, et puis là, à partir de là, les choses se sont enchaînées. On a commencé à se voir très régulièrement avec Roth, et puis j'ai trouvé un appartement, et puis j'ai remplacé les voyages en Israël que je faisais tous les 6 mois par des voyages aux États-Unis pendant le reste de la décennie. C'est une manière de souffler ou d'appréhender une judéité qui vivable, quoi, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la tension qu'on pouvait sentir plus ou moins en germe, et en fait pas tellement en germe que ça, parce que une des raisons pour lesquelles on devenait un peu dingue au début des années 2000, c'est qu'on n'avait pas de faits, on n'avait pas les chiffres, on ne savait pas exactement ce qui se passait. Le rapport Robin sur la montée de l'antisémitisme dans les banlieues et dans les écoles, par exemple, avait été mis sous le boisseau par le gouvernement français de l'époque. Ça, c'est 2004. Comment ? Le rapport Robin, c'est 2004. C'est 2004, oui. Et donc, on avait un sentiment. Et ce sentiment, ça pouvait être complètement illusoire, ça pouvait être de la paranoïa, et de fait, ou ça pouvait être de la complaisance aussi. L'un n'empêchant pas l'autre. Et voilà, donc il y avait cet état d'esprit
vis-à-vis duquel Roth servait de contrepoison, en fait, en quelque sorte. Et les États-Unis, à l'époque, servaient de contrepoison. Aujourd'hui, il n'y a plus de contrepoison possible, il n'y a plus de lieu possible, et on est un peu au pied du mur. Hein. On est obligé de se confronter à la situation telle qu'elle est, avec ce qu'on est, et sans échappatoire. C'est la grande différence. Et en même temps, vous montrez aussi comment ce monde dans lequel on est sans échappatoire, bonne soirée, ce monde-là se fabrique aussi à ce moment-là. Et par exemple, la situation de Roth, qui est à ce moment-là en pleine possession de ses moyens littéraires, dans une maestria et en France reçu vraiment comme le très très grand écrivain qu'il est, à partir du milieu des années 90, quand même, ça se complique pour lui aussi dans sa situation. Il y a des choses qui s'annoncent de l'Amérique à venir. Et vous démontrez dans le texte comment il y a 3 éléments qui commencent à des espèces des lieux d'obsession de la pureté qui se mettent en place et qui vont poser un problème sur sa réception aux États-Unis. Donc c'est ce que vous appelez l'Amérique de Valérie Solanas, qui est cette féministe autrice de Scum Manifesto, l'Amérique des campus, avec ce qu'il décrira comme le politiquement correct dans La Tâche, et puis ce qui est aujourd'hui l'Amérique de Trump. Alors la question de la pureté est un peu compliquée chez Trump, mais pas chez ses partisans, pas dans ce qu'il métabolise chez ses partisans. Et ce que vous racontez, si vous voulez bien y revenir un peu, c'est comment ces 3 courants-là, qui, dans leur recherche de pureté, posent un problème dans sa réception dès les années 90, commencent à obérer la réception de son œuvre, et aujourd'hui, lui donnent raison. Il y a un livre de Thomas Pynchon qui a été publié en 2007-2008, dans lequel il est question du 11 septembre. Le titre du livre m'échappe, mais peu importe, qui a été écrit au début des années 2000, publié en 2007. Peu importe son titre, et à un moment donné, il y a une phrase, il y a 2 personnages, je les cite dans le livre, 2 personnages sont en train d'échanger des considérations sur ce qui se passe depuis le 11 septembre, qui vient d'arriver, et un des personnages dit à l'autre, tu as remarqué qu'il y a de plus en plus d'émissions de réalité, de télé-réalité. La fiction est en train de disparaître, l'ironie est en train de devenir quelque chose de mal vu. Je paraphrase, hein, c'est mieux écrit dans le livre, mais c'est l'idée. Et c'est très vrai, c'est-à-dire qu'après 2001, après le 11 septembre, il est devenu, aux États-Unis, il a commencé à naître l'idée que quelque part, l'arrogance d'une ville comme New York, la décadence, l'ironie, la littérature, la culture, étaient plus ou moins responsables de ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on a commencé à raisonner comme les islamistes. Et dans les universités étaient à l'avant-garde de ce mouvement. Elles avaient commencé avant, en fait, puisque les universités passaient leur temps à expliquer que la littérature, c'était quelque chose de très sérieux et que quelque chose destiné à changer le monde et pas l'objet de petits plaisantins comme Roth ou Kundera. Mais après le 11 septembre, ça a pris une dimension plus policière, on va dire. Et puis, donc à partir de ce moment-là, c'est ce que Roth décrit dans La Tâche, et à partir de ce moment-là, les écrivains, et en particulier les écrivains tels que lui, qui ne cédaient pas sur un certain nombre de choses, ont commencé à être assez mal vus. Dans le cas de Roth, plus précisément, il s'est passé 2 choses. Il s'est passé qu'il a sorti un livre qui était, que beaucoup de gens continuent à ne pas aimer aujourd'hui, mais moi, oui, qui est Le Théâtre de Sabbat. Ça, c'est 95. Qui est dans le milieu des années 90, qui est avant le 11 septembre, mais ça prépare ça. Et dans lequel il fait un portrait assez, en fait, assez offensant de ce que c'est qu'être un homme tel qu'il le voit, en fait.
C'est offensant à la fois pour les femmes, mais aussi pour lui, en fait, pour les hommes. Je trouve que ce livre a coïncidé avec la sortie des mémoires de sa seconde épouse, Claire Bloom, qui fait de lui, dans son livre à elle, dans ses mémoires, un portrait catastrophique. Et la critique littéraire, comme les deux bouquins sont sortis ensemble, la critique littéraire a fait une espèce de collage. Tout l'establishment littéraire, en fait, a pris le portrait de Claire Bloom et le personnage fictif du roman de Roth pour en faire quelque chose, pour en faire une espèce de figure qui était dans leur esprit Philippe Roth dans la réalité. Et à partir de là, il a commencé à avoir des problèmes. Effectivement, ses livres ont commencé à être... lui a commencé à être reçu avec des pincettes, on va dire. Et ce phénomène a été amplifié après le 11 septembre, effectivement, quand la question du sérieux et de la fin de l'ironie a commencé à se poser, et où il a fallu adopter des attitudes morales, et où ce qui était autrefois le politiquement correct a commencé à évoluer lentement mais sûrement vers ce qui allait devenir le wokisme. Il y a eu une sorte de rencontre, en quelque sorte, entre une tendance morale de droite qui commençait à monter à l'époque, religieuse, c'est ce que je montre dans le livre, et puis une forme de gauche qui est ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Attendez, j'ai eu un petit bug. Oui, non, parce que il se retrouve à vivre dans un monde où la fiction est tenue pour suspecte, mais il va finir par lui... Enfin, et vous expliquez dans le livre à quel point la fiction était vitale pour lui. Et puis, à un moment donné, il va arrêter d'écrire. En 2012. Oui. Pas tant que ça, en fait. 2000, Tout ça, c'est sur une dizaine d'années que ça se passe. Oui. Ah oui. Oui, je pense qu'il y a un moment donné où il a senti que, quelque part, il y avait la question de l'âge, il y avait beaucoup de questions se posaient, mais il y avait quelque chose de plus profond que ça. Il y avait l'idée que... je pense qu'il a commencé à sentir qu'on entrait dans un monde post-littéraire. C'est l'interprétation que je fais. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui se sont mélangées. Mais essentiellement, on entrait avec la disparition des critères habituels de la réalité qui commençait à ce moment-là. C'est-à-dire que dans les années après 2001, qui coïncident avec la montée d'Internet et avec la remise en cause des critères qui pouvaient fonder une réalité commune, la fiction est devenue problématique. Aujourd'hui, c'est devenu un truisme, mais ça devient très très difficile de faire de la fiction dans un monde où non seulement la notion de vérité disparaît, elle a disparu dans ces années-là, quelque part entre la montée d'Internet, les mensonges sur la guerre d'Irak, et globalement le terrorisme, qui pulvérise les critères de vérité classiques, mais aussi la réalité. Tout simplement, à partir du moment où il n'y a plus de réalité commune, faire de la fiction devient une gageure, voire une impossibilité, et voire même un anachronisme. Et je pense qu'il a senti quelque chose comme ça. Et parce que vous aussi, vous avez, en tout cas, votre dernier roman fiction est paru en 2014. Donc, vous êtes arrivé au même. Oui, non, mais c'est un problème auquel on est tous confrontés, il me semble. Il se trouve qu'un temps pour haïr, que j'ai écrit, effectivement, c'est grâce à Roth que c'est devenu un livre. Mon livre précédent, qui s'appelait Un temps pour haïr, a été écrit à partir de reportages que j'ai fait pour la presse américaine sur la montée de l'antisémitisme en France, et que Roth a lu, et qu'après avoir lu, il m'a conseillé de transformer en livre ce que je n'avais pas envisagé du tout. Et donc j'ai signé le contrat aux États-Unis fin 2014, et j'ai commencé à écrire le livre dans les tout premiers jours de janvier, 3 jours avant les attaques à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher.
Et à partir de là, le livre est devenu impossible à faire, en quelque sorte, et il est vraiment devenu le livre, en réalité. C'est-à-dire que je l'ai écrit progressivement, en suivant littéralement les terroristes, en prenant des notes derrière eux. Je l'ai écrit entre les attentats de Charlie Hebdo et l'attentat de Nice en juillet 2016. Et c'est une expérience bizarre à faire, parce qu'on essaie de suivre la réalité à mesure qu'elle se fabrique, en quelque sorte. Mais c'est une expérience, c'est pas une expérience juste journalistique, c'était une expérience justement littéraire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que écrire de la fiction à partir d'une réalité qui vous échappe complètement est quand même très très difficile, voire impossible. Les premiers à avoir posé cette question-là c'est ce qu'on appelle les grands auteurs de la littérature concentrationnaire, hein, de Primo Levi aux auteurs du Goulag. Et c'est une question qui se pose dans certains romans de Roth, notamment dans Opération Shylock, à travers le personnage de Aaron Appelfeld. Cette idée que quand Appelfeld dit à un moment donné dans Opération Shylock, si j'avais décrit les choses telles qu'elles se sont passées, personne ne m'aurait cru. Que fait l'écrivain quand la réalité à laquelle il est confronté non seulement dépasse l'imagination, mais dépasse le langage? Si vous voulez, s'il existe encore quelque chose comme une littérature aujourd'hui, quel que soit le sujet qu'on aborde, elle est l'héritière de la littérature concentrationnaire. C'est un truc dont je suis absolument persuadé. Et je dis bien quel que soit le sujet. Si vous pouvez décrire comment vous allez faire vos courses au supermarché, quel que soit le sujet, si on veut faire une littérature qui ait un minimum un sens au XXIe siècle, la filiation est à chercher du côté des auteurs concentrationnaires et des questions qu'ils ont posées par rapport à la nature de la réalité à laquelle ils avaient affaire. Avant qu'on se sépare, je voulais vous demander est-ce que vous vous êtes demandé, vous, ce qu'il en aurait pensé de La part sauvage? Pas pendant que j'écrivais le livre, en tout cas. Et depuis ? Je ne me suis pas posé la question. Je regrette qu'il ne l'ait pas lu. Parce qu'il y répond, en fait. Non, ça pourrait être un soulagement. Merci beaucoup, Marc. Merci à tous. Bonne soirée.